Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 février 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter est avec nous. Bienvenue à nouveau, Scott. Merci de m'accueillir. Et laissez-moi commencer, Scott. Nous savons que Netanyahou est à Washington. Il a parlé avec Donald Trump et il va continuer à discuter et négocier en poussant l'administration Trump à avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça une nouvelle guerre, un nouveau conflit, une escalade au Moyen-Orient. Mais avant d'en arriver là, beaucoup de nos spectateurs devraient comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Vous savez, je parle des médias traditionnels. Comment ils décrivent la situation, le conflit entre les deux parties? Voici ce qui a été dit sur Fox News, Scott. Liaison avec nos alliés israéliens et nous avons vu les fruits de cela dans la guerre de 12 jours l'année dernière, où les Iraniens étaient complètement sans défense contre les Américains et les Israéliens. Et ils le sont toujours, et ils le savent. Et donc, vous savez, avec l'Abraham Lincoln dans la région, avec George H.W. Bush qui se rapproche, avec tous les patriotes et Tchad supplémentaires que nous avons installés, vous savez, nous sommes vraiment prêts à tout. Et puis, ça dépend un peu des Iraniens. Le président leur parle aussi. Il a un accord pour eux, à savoir pas de nucléaire, pas de soutien aux terroristes et réduire vos missiles. S'ils acceptent, d'accord. S'ils n'acceptent pas, alors il est prêt. Mais c'est à eux de choisir. Oui. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à atteindre plus de personnes. Scott, vous savez, quand il s'agit de revenir à la guerre de 12 jours, à mon avis, et en ce moment, si quelque chose se passe, les deux parties, leur point principal est, leur point fort serait leur puissance offensive. Ce n'est pas la puissance défensive des deux côtés que l'on voit une sorte de fragilité à se défendre contre l'offensive. Vous savez, quand il s'agit des chasseurs, quand il s'agit des missiles, quelle est votre compréhension de la situation actuelle entre les deux? Eh bien, tout d'abord, Israël n'a pas gagné la guerre de 12 jours. Israël a lancé une très attaque surprise perfide, utilisant la diplomatie américaine comme couverture. C'était le coup de grâce, c'était le coup de poing du dimanche d'Israël, et ça n'a pas marché. Ils ont aussi, en plus de la puissance aérienne qui a été mise en œuvre, vous savez, ils ont eu des opérations clandestines étendues avec des drones, un gigantesque réseau de drones opérés par des agents qui ont infligé beaucoup de dégâts à des cibles iraniennes aussi. Le gouvernement iranien a pu se rétablir très rapidement, affirmer le contrôle non seulement, vous savez, sur les affaires politiques intérieures, mais aussi sur leur armée, remettre l'armée en marche et presque immédiatement initier des opérations offensives, des contre-offensives contre Israël qui ont été soutenues tout au long du conflit. Au moment où la guerre a atteint sa conclusion, les missiles iraniens étaient capables de toucher n'importe quelle cible en Israël qu'ils voulaient atteindre. Et les Iraniens prouvent cela chaque jour. Les Israéliens, en revanche, disent que ce n'est pas une guerre défensive, comme je suis sûr que vous en avez entendu parler pendant que vous étiez en Iran, où l'armée de l'air iranienne volait toujours. Et vers la fin de la guerre, ils engageaient des avions israéliens avec radar. Ils obtenaient un verrouillage radar et cela amenait les avions israéliens à interrompre leur attaque. Donc, la capacité d'Israël à frapper l'Iran s'est dégradée de manière significative et la capacité de l'Iran à frapper Israël a continué à augmenter. C'est pourquoi Israël a supplié Donald Trump de mettre fin au conflit. Et ils l'ont fait. Donc, dès le départ, l'analyse est fondamentalement erronée. L'Iran a été blessé. Bien sûr, tout le monde serait blessé. Je veux dire, allez vous coucher la nuit, laissez une autre nation vous frapper aussi fort qu'elle le peut, et voyez comment vous vous sentez. Mais aussi, regardez les mains de Benjamin Netanyahou vers la fin de la guerre de 12 jours alors qu'il tremble, alors qu'il réalise ce qui arrive à Israël et qu'il n'y a pas de défense. Deux porte-avions maintenant, l'Abraham Lincoln et le George W. Bush sont des porte-avions modernes, mais je veux rappeler aux gens que dans la guerre du Golfe, l'opération Tempête du désert, nous avons déployé 6 groupes de combat de porte-avions pour affronter l'Irak. L'Irak est un quart de la taille de l'Iran. L'Irak avait 19 lanceurs de missiles mobiles.
nous n'avons pu en détruire aucun avec 6 porte-avions et des milliers d'avions de l'armée de l'air déployés dans la région. L'Irak n'a jamais menacé les bases aériennes d'où nous lancions, ni menacé les porte-avions depuis lesquels nous lancions des avions, contrairement à la situation qui sera pour les États-Unis si nous affrontons l'Iran. Chaque base aérienne qui lancerait des avions contre l'Iran serait frappée et les porte-avions seraient traqués. Maintenant, que l'Iran soit ou non capable de les tuer avec succès est une autre question. Mais l'idée de simplement rester là, forer des trous dans l'océan, lancer et récupérer des avions sans aucune crainte est une absurdité. Nous n'avons pas assez d'avions. L'Iran a, nous n'avons pas pu empêcher 19 lanceurs de lancer 48 ou 49 missiles sur Israël. L'Iran lancera des centaines de missiles par jour sur Israël et il n'y a rien qu'Israël puisse faire pour les arrêter. C'est une fantaisie que, d'une certaine manière, la pression a été. Et puis nous devons apporter quelque chose. Et je vais marteler ce point toute la journée. D'accord? Il n'y a pas de diplomatie quand on parle des États-Unis et de l'Iran. C'est un subterfuge. Il n'y a pas de solution diplomatique acceptable pour les États-Unis autre qu'un changement de régime. Permettez-moi de le dire encore une fois, juste pour que les gens comprennent. Il n'y a pas de solution diplomatique acceptable pour les États-Unis autre qu'un changement de régime. La politique des États-Unis envers l'Iran, envers la République islamique, est la même politique qu'Israël, que la République islamique est mauvaise et doit partir. Fin de l'histoire. Je veux dire, et les gens doivent faire attention aux détails. 50% de l'équipe de négociation américaine. Tout d'abord, 100% de l'équipe de négociation américaine est sioniste pro-Israël. Steve Witkoff, Jared Kushner, d'accord? Autant avoir Netanyahou assis à la table, c'est la même chose. Il rencontre Netanyahou en ce moment. Tous les sionistes dans l'administration américaine rencontrent Netanyahou parce que c'est une grande cabale sioniste. Changement de régime, changement de régime, changement de régime. Jared Kushner qui est censé être là à leur dire « Regardez, mon père est sérieux. Nous pourrions éviter une guerre avant qu'il ne parte négocier avec l'Iran. Il a rencontré des figures de l'opposition iranienne aux États-Unis pour former un nouveau gouvernement. Il forme un nouveau gouvernement au moment où nous parlons parce que la politique est le changement de régime, pas de s'entendre pacifiquement. Il n'y a aucun accord qui puisse être conclu avec les États-Unis. Aucun, vraiment aucun. Et je pense que l'Iran en est conscient, l'Iran fait semblant de pratiquer la diplomatie en ce moment, mais vous savez, clarifions aussi autre chose. Les États-Unis, l'Iran doit se débarrasser de ses missiles, en particulier de ceux qui peuvent frapper Israël. Si l'Iran se débarrassait de ses missiles, en particulier de ceux qui pourraient frapper Israël, il n'y aurait pas d'Iran aujourd'hui, il n'existerait pas. La seule chose qui permet à l'Iran de continuer à exister, ce sont les missiles qu'il a et qui peuvent frapper Israël. Et c'est tellement stupide. Je veux dire, je sais que les gens doivent être diplomates. Moi, je ne le suis pas. Alors, je vais le dire franchement. Si vous êtes iranien et que vous croyez ce que disent les États-Unis, vous êtes naïf. Et je m'excuse si je vous insulte, mais vous êtes stupide. Et si vous êtes dans le gouvernement, vous devriez probablement être expulsé du gouvernement. D'accord? Si vous êtes ministre des Affaires étrangères et que vous pensez obtenir un accord, démissionnez. Si vous êtes président et que vous pensez que les États-Unis respecteront leur accord, démissionnez. Parce que nous ne le ferons pas. Nous voulons détruire l'Iran. Nous voulons retirer la théocratie du pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas de plan B. Le nucléaire est juste une excuse. Nous savons, regardez, Tulsi Gabbard a dit, nous savons que l'Iran ne produit pas d'armes nucléaires. Nous le savons. Et nous savons que tout ce qu'ils faisaient avec cet uranium enrichi à 60%, ils ne le font plus aujourd'hui, car nous avons frappé suffisamment d'installations, nous avons fait suffisamment de dégâts pour perturber, vous savez, ces processus. Mais l'Iran ne le poursuit pas parce qu'il avait été clair. Il a dit, nous avons des missiles, nous n'avons pas besoin d'armes nucléaires. Notre dissuasion, ce sont nos missiles. Revenons à l'Iran qui ne négociera pas ses missiles. Donc c'est juste un exercice de frustration de mon point de vue, parce que je juste les mensonges racontés. Personne. Aux États-Unis, si vous êtes un journaliste américain et que vous parlez de la possibilité d'un accord, vous êtes un menteur. Vous n'êtes pas un journaliste, vous êtes un propagandiste. Parce qu'un journaliste américain, il y a trop de sujets importants en jeu. Pourquoi Jared Kushner rencontre-t-il l'opposition? Pourquoi Marco Rubio menace-t-il tous les Américains en Iran de partir? Vous savez, disons que Scott Ritter est allé à un festival et je suis là maintenant, mais maintenant Marco Rubio dit « Tu dois partir maintenant, mec. Nous nous abritons sur place et tu dois trouver un moyen de sortir de là maintenant. » Pourquoi? Eh bien, l'implication est que nous nous préparons à bombarder. Et puis Jared Kushner et Steve Witkoff, les deux sionistes, vont à l'Abraham Lincoln. Ils quittent la table des négociations, vont sur l'Abraham Lincoln et se promènent comme des touristes, comme si. Je suis à peu près sûr que les Iraniens
Les gardiens de la révolution ont dû aller changer leur couche. Ils étaient tellement effrayés. Je veux dire, Steve Witkoff et Jared Kushner sont deux des hommes les plus virils qui aient jamais foulé la planète. Ces gars-là soulèvent des poids, ils mangent des protéines. Je veux dire, ils sont gonflés à bloc. Et voir ces deux sionistes à l'air efféminé monter sur l'Abraham Lincoln et trébucher comme des idiots, vous savez, cela a-t-il effrayé l'Iran? Je ne pense pas. L'Iran n'est pas intimidé par le groupe aérien embarqué de l'Abraham Lincoln. Il n'y a pas tant d'avions que ça. L'Iran est un pays très très grand et il a beaucoup de très bonnes défenses. Donc, ce porte-avions ne les fait pas du tout broncher. Deux d'entre eux ne les feront pas broncher non plus. Il faudrait amener tous les porte-avions américains et même alors, les Iraniens diraient « on vous a eu, nous sommes prêts, c'est fou ». Il n'y a pas de diplomatie. Je vais juste le dire à nouveau, c'est un changement de régime. Et si vous êtes aux États-Unis et que vous ne comprenez pas cela, vous êtes stupide. Et si vous êtes en Iran et que vous ne comprenez pas cela, vous êtes stupide. Désolé, je ne suis pas diplomate, mais il est temps de mettre cette chose à nu. Nous devons arrêter de prétendre qu'il se passe quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de solution diplomatique ici. Il n'y a qu'une solution militaire. L'une est une solution militaire de dissuasion, où l'Iran est capable de dissuader une attaque israélo-américaine, parce que les conséquences d'une attaque contre l'Iran seraient tellement mauvaises pour l'attaquant qu'il vaudrait mieux ne pas attaquer du tout, ou ils attaquent et retirent le régime du pouvoir. Ce sont les seules deux options. Il n'y a pas d'autres options tant qu'Israël et les États-Unis continuent de soutenir le projet du Grand Israël, car l'Iran est le plus grand obstacle au projet du Grand Israël. Nous arrivons au terme 3. Il faut arrêter de soutenir le Hamas, arrêter de soutenir le Hezbollah, arrêter de soutenir les Houthis, commencer à... Pourquoi? Je veux dire, si vous le voulez, je vais vous dire comment vous négociez le retrait du soutien iranien au Hamas. Sortez de Gaza, une Palestine libre et indépendante. L'Iran s'arrêtera. Je pourrais négocier cela en un instant. Je pourrais m'asseoir et avoir un accord de traité avec l'Iran, un traité contraignant avec les Iraniens, où ils promettraient, et il y aurait des mesures de vérification, tout. On pourrait élaborer ça. Je sais que nous pourrions. Ils promettraient d'entrer dans un accord de traité où ils arrêteraient toute assistance militaire et une assistance non supervisée au Hamas en échange d'un État palestinien, un véritable État palestinien. Ils le feraient. Hezbollah. Le Hezbollah, vous voulez faire tomber le Hezbollah? Israël quitte le Liban. C'est aussi simple que ça. Israël quitte le Liban. Et une fois qu'Israël sort du Liban, le Hezbollah n'a plus de viabilité à l'intérieur du Liban. C'est un parti politique qui peut aussi être, vous savez, un mouvement de résistance tant qu'Israël occupe le sol libanais. C'est ce qui leur donne la légitimité. Mais dès qu'Israël part, alors le Hezbollah perd la raison d'avoir cette milice. Ils se désarmeront. Je peux amener les Iraniens à travailler avec moi pour que cela se réalise. Nous pouvons négocier cela. Israël quitte le Liban, vérifiable. Les Nations Unies s'assurent que tout est fait et qu'ils ne reviennent pas. Un accord de traité. Je pourrais amener les Iraniens à accepter de faciliter le désarmement du Hezbollah et à convenir que le Hezbollah est une milice, est un mouvement de résistance qui n'existe plus. Nous pourrions faire ça. Les Houthis, je veux dire, vous savez, tout d'abord, les gens ont tendance à oublier que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, tout le monde est déjà en guerre avec les Houthis. Je veux dire, nous essayons de les écraser. Donc c'est difficile de faire reculer les Iraniens là-bas quand tout le monde essaye de soumettre les Houthis par la force. Mais du point de vue israélien, une Palestine libre et indépendante, et les Houthis ne lanceront plus jamais de missiles contre Israël sur un navire israélien. Je peux obtenir cela dans un traité. C'est le traité le plus facile au monde à obtenir si Israël était un État rationnel et que les États-Unis croyaient en une paix réelle, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est intimider l'Iran pour qu'il abandonne tout, afin qu'Israël puisse faire tout ce qu'il veut faire. Ça n'arrivera pas. Scott, que savons-nous de... Quand j'étais en Iran, il parlait du chasseur furtif J-20, des chasseurs chinois. Mais dans l'ensemble de la relation, de ce que nous avons vu, c'est que d'une certaine manière, nous pouvons le trouver dans les médias, à travers les discussions. Les responsables iraniens en parlent d'une manière ou d'une autre. Que savons-nous de l'ampleur et en quelque sorte de la nature de la relation entre l'Iran, la Russie et la Chine après la guerre de 12 jours? Et où en est-on aujourd'hui? Est-ce que cela s'améliore? Est-ce que cela reste pareil? Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, ce que nous savons, c'est que pendant la guerre de 12 jours, il n'y avait pas d'accord formel entre la Russie et l'Iran. Tout le monde dit que la Russie a abandonné l'Iran. La Russie les a laissés tomber. Non. En fait, en janvier, la Russie a négocié un accord cadre de sécurité. La Russie l'a ratifié. Ils sont prêts à passer à l'action.
Le Parlement iranien ne l'a pas fait pour une raison quelconque. Je veux dire, je ne suis pas là pour les dénigrer, mais comprenez que la raison pour laquelle les Russes avaient les mains liées lorsqu'il s'agissait d'aider l'Iran, c'est parce que l'Iran n'avait pas ratifié l'accord cadre de sécurité. Eh bien, cette erreur a été corrigée et maintenant, il y a un accord cadre de sécurité. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, un annexe classifié. Mais vous savez, et je ne pense pas que ce soit une protection de type article 5 ou un parapluie nucléaire russe. Les Arichniks ne vont pas voler si, vous savez, les États-Unis bombardent l'Iran, mais les Russes ont fourni des choses. Il y a des indices à ce sujet. Comment les Iraniens sont-ils devenus si doués pour couper Starlink? Quelle est l'interface directe de l'Iran avec Starlink? Pas grand-chose. Quel est l'interstate direct de la Russie pour Starlink? Eau étendue. Les Ukrainiens l'utilisent, c'est ce qui alimente tous les drones. C'est ainsi que les Ukrainiens communiquent. Et les Russes se sont adaptés et l'utilisent eux-mêmes. Donc la Russie est très douée pour surveiller Starlink et le désactiver. Et l'Iran a vraiment fait étalage de ces deux compétences lors de ce dernier soulèvement. En surveillant Starlink, ils ont pu détruire toute la connectivité, puis la couper et les rassembler. Je veux dire, les services de renseignement iraniens sont bons. Je leur accorde tout le mérite, mais ça sentait quelque chose. D'assistance russe. Je pense que vous voyez également une assistance russe dans, vous savez, le partage de renseignements, les préparations de défense. Nous savons que les Russes ont fourni des avions MiG-29 et Su-27 avancés. Ce ne sont pas des avions de réserve pour l'exportation. Ce sont des avions de première ligne que la Russie, si la Russie partait en guerre, ce sont des avions qui auraient effectué des missions de combat dès le premier jour. Vous savez, ce ne sont pas les Su-30 ou les Su-57 ou les Su-35, mais ils sont très bons. Ce sont des chasseurs avancés avec une avionique avancée et, vous savez, prêts à voler contre l'OTAN. Des adversaires de style, facilement l'équivalent des avions F-15 et F-16. Ils volent en Iran en ce moment. Mais il y a, vous savez, pourquoi pas? Soyons techniques. Vous savez, disons Chine, vous savez, la Chine, nous ne savons pas ce qui se passe. Je veux dire, je ne sais pas ce qui se passe. Nous savons que beaucoup d'avions chinois y volent. Nous savons qu'il y a une connectivité diplomatique, mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, de reconnaissance formelle d'une relation de défense formelle entre la Chine et l'Iran. Il y a des choses informelles qui se déroulent, mais, et je veux dire, savez-vous que le J-20, est-ce vrai ou est-ce une rumeur? En fait, il me semble que je n'ai aucune preuve qu'il y ait un chasseur furtif J-20 en Iran. Oui, je n'en ai pas non plus. Je ne sais pas. Oui, mais supposons que ce soit le cas. La façon dont les chasseurs interceptent les avions aujourd'hui, ce n'est pas les combats de la Seconde Guerre mondiale où vous envoyez des escadrons et ils vont à midi haut. Oui. On vous donne un cap précis, le radar détecte la cible et vous êtes dirigé vers elle, vous êtes guidé vers la cible par vos propres, vous savez, radars et vous savez, centre d'opération qui contrôle votre vecteur et vous. Et puis vous l'atteindrez, vous la trouverez, vous vous verrouillerez et puis vous commencerez une solution de tir. Donc c'est très ennuyeux. Vous entrez simplement et vous allez obtenir une solution de tir, puis vous allez tirer et ensuite vous allez, vous savez, vous désengager. Vous savez, ce n'est pas les combats aériens que tout le monde a vus. Donc la meilleure chose que l'Iran ait aujourd'hui est la chose sur laquelle ils ont travaillé éternellement, le F-4 Phantom. Le F-4 Phantom aujourd'hui peut décoller d'un aérodrome iranien et être dirigé vers un vecteur, il peut être guidé, il a une avionique qui fonctionne, il a des missiles qui fonctionnent et il entre en scène. Et c'est le F-4 Phantom qui poussait les I-16 et I-15 israéliens avancés à se retirer parce qu'ils avaient obtenu une solution de tir. Du point de vue iranien, ils disposent d'un outil qu'ils ont utilisé à maintes reprises, encore et encore. Je veux dire, c'est comme une seconde nature, ils savent comment faire ça. Les Israéliens n'ont pas détruit les F-4. Ils n'ont pas bombardé ces aérodromes. Pourquoi? Parce que le mythe de la domination israélienne de l'espace aérien n'est que cela, un mythe. Les Israéliens ont mené des attaques très ciblées. Ils ont eu des périodes momentanées où ils pouvaient voler dans et autour de Tel Aviv parce qu'ils venaient de la mer Caspienne, parce qu'ils traversaient l'Azerbaïdjan et contournaient toutes les défenses aériennes iraniennes qui regardaient dans cette direction. Cette erreur ne sera pas répétée. Mais, vous savez, les F-4 et même les F-14 volaient et ils ont pu effectuer des interceptions réussies. Ce que je veux dire par interception, ce n'est pas abattre, mais obtenir un verrouillage suffisant pour que les Israéliens doivent interrompre leur attaque. Donc, jusqu'à ce que les Iraniens deviennent très habiles à cela, vous savez, de mettre ces MiG-29 et ces Su-27 entre les mains de pilotes qui sont à l'aise avec la totalité de l'avion, toute l'avionique.
jusqu'à ce qu'ils aient pratiqué l'intégration de ceux-ci avec leur radar, leur communication, leurs procédures opérationnelles standards d'interception. Je pense que le F-4 et le F-14 vont continuer à être un peu le pilier des capacités d'interception de l'Iran. Vous savez, l'Iran ne va pas lancer des frappes aériennes offensives. Vous savez, là où les MiG-29 et les Su-27 pourraient être utiles, c'est s'ils tentaient de pénétrer dans une zone opérationnelle, peut-être où il y avait des avions ravitailleurs, et essayer d'abattre des avions ravitailleurs. Mais c'est un autre jeu, et les Israéliens et les Américains ont tous deux de très bonnes patrouilles aériennes de combat. Vous entrez dans notre territoire où nous l'avons cartographié, nous sommes en sécurité. Mais quand nous entrons dans votre territoire, dans le territoire iranien, c'est là que, vous savez, les systèmes existants sont. Et il y a de la réplication, il y a de la redondance, ils l'ont tellement pratiqué. Et c'est là que le F-4 et le F-14 volant depuis des aérodromes dans l'ouest de l'Iran, loin d'Israël plus longtemps pour frapper, ils sortent et peuvent se projeter défensivement dans l'espace aérien iranien et dans l'espace aérien irakien où les avions font leur. Parce qu'un grand nombre de ces missiles sont lancés, vous savez, au nord et au sud de Bagdad. Vous savez, les avions israéliens ne pénètrent réellement pas dans l'espace aérien iranien, sauf en de très rares occasions. Vous savez, la plupart de leurs attaques initiales, elles arrivent et elles lancent au nord et au sud de Bagdad avant de se retirer, et puis leur ligne bleue, ou quoi que ce soit qu'ils appellent ça, flèche bleue. C'est la flèche argentée, il y a comme 4 ou 5 versions différentes qui vont voler pour faire le reste du travail. Donc, vous savez, nous verrons, le fait que l'Iran obtienne de nouveaux équipements ne signifie pas vraiment que cela soit utile pour l'Iran, parce que vous devez savoir comment les utiliser. Je veux dire, vous me laissez conduire une Camaro de 1968 pendant 20 ans, l'entretenir et la connaître, puis me donner une Lamborghini que je n'ai jamais conduite auparavant, et me demander de faire la course, je prendrai la Camaro. Parce que je casserai cette Lamborghini, je ne saurais pas comment changer les vitesses correctement, je ferai quelque chose de mal parce que je ne suis pas familier avec elle. Donc, tout ce nouvel équipement qui arrive, les Iraniens ont vraiment besoin de s'entraîner avec pour travailler. Ils sont intelligents et ont beaucoup d'expérience au combat et, vous savez, les Russes et tout le monde, de même, ont observé les États-Unis, donc je suis sûr qu'ils font circuler les renseignements. Mais, vous savez, Israël n'a pas détruit autant de l'infrastructure iranienne que les gens voudraient le croire. Les Iraniens, en fait, je pense, une fois qu'ils ont réalisé ce qui se passait avec les drones, ont simplement fermé tout un tas de choses et les ont sortis de là, parce qu'ils se disent mais qu'il n'y a aucune raison pour nous de rester ici et d'attendre qu'un drone vienne nous attraper. Alors ils ont tout fermé, ils l'ont sorti, et c'est une autre raison pour laquelle les Israéliens opéraient avec, vous savez, une telle liberté, parce que les Iraniens ont choisi de préserver la capacité, au lieu de rester là à chercher une cible pendant qu'un petit drone arrive. Jusqu'à ce qu'ils résolvent le problème des drones, cela n'avait aucun sens de traîner. Donc vous savez, oui, je suppose que c'est une longue réponse pour dire que, vous savez, les Russes et les Chinois intensifient leurs efforts, mais en fin de compte, c'est l'Iran qui défend l'Iran. Et l'Iran se prépare à cette éventualité depuis 2005, lorsque Dick Cheney a dit pour la première fois « Je veux éliminer l'Iran ». Les Iraniens ont dit « D'accord, comment nous préparons-nous à une incursion américaine ?» Les gens doivent comprendre cela. L'Iran se prépare depuis plus de 20 ans. L'Iran ne s'est pas réveillé hier en se disant « Oh mon Dieu, Israël et les États-Unis pourraient nous attaquer dans un effort conjoint. Qu'est-ce qu'on fait ?» L'Iran se prépare à ça depuis longtemps. Ils ont des villes souterraines, ils ont des communications redondantes. On pourrait détruire. Téhéran pourrait être bombardé nucléairement. J'espère que non, mais elle pourrait être bombardée nucléairement et l'Iran ne s'effondrera pas. Ils continueront de fonctionner. Ils ont construit cela. J'oublie combien, 12 ou 14 districts militaires qui sont distincts et chacun est souverain dans sa capacité à se défendre et à lancer des attaques contre Israël et des bases. Donc, vous savez, l'Iran a ça. C'est bien que la Russie et la Chine soient là, mais ni la Russie ni la Chine ne vont faire la guerre pour l'Iran. Donc, les gens doivent en quelque sorte revoir leurs attentes et aussi être plus réalistes sur ce qui s'est passé pendant la guerre de 12 jours. Je pense que nous attribuons beaucoup trop de crédit à Israël pour les dégâts causés, ainsi qu'aux États-Unis, et nous donnons beaucoup trop peu de crédit à l'Iran pour ce qu'il a fait défensivement et, vous savez, comment il a projeté son pouvoir en Israël. Tu sais, Scott, l'un des cousins de mon ami, il a dit que il a 18 ans et il est totalement préparé. Il vole avec des Su-35. Il a été entraîné et il est prêt à se battre et ils sont nombreux. J'ai parlé avec lui. Il n'a pas répondu à toutes mes questions, mais pour moi, c'était quand il m'a dit qu'il avait 18 ans et qu'il était entièrement préparé.
Je me demandais combien de temps il faut à ces personnes pour se préparer à ce type de mission. Parce que ça paraît. Les bassiges existent depuis longtemps. Vous savez, les bassiges sont, vous savez, encore une fois, je ne peux pas répondre directement à cette question, mais je sais que, vous savez, les adolescents. Je me souviens quand je suis allé en Iran et que je suis allé, vous savez, au nord de Téhéran, vous pouvez monter. Il y a une station de ski. Il y a comme une station de ski là-haut et c'est assez sympa. Vous pouvez monter là-haut et admirer la vue, mais vous n'avez pas le droit de prendre des photos des grandes installations de guerre électronique. Gros 40 culs de shell. Ouais. Ouais, il y a une grande installation de guerre électronique qu'il faut faire semblant de ne pas voir. On ne peut pas prendre de photos, alors vous faites clic, clic, oh, clic, clic. Et il y a des gens qui vous surveillent. J'étais entouré par des bus remplis de basiges qui, c'était vraiment intéressant. J'étais escorté par un gardien, des gardiens de la Révolution. Il était mon interprète. Il parlait le farsi. Un gars sympa, mais il était honnête. Il a dit, non, je suis un gardien de la Révolution, vous savez. Désolé, Scott, mais on t'aime bien, mais on ne te fait pas nécessairement confiance. Donc, je suis là. Et nous nous promenions, mais les deux bus de Basige sont sortis et il est devenu évident que j'étais un Américain. Et il y avait le début de quelques chants qui commençaient à s'organiser et il s'échauffait. Il s'échauffait et il est allé parler à l'heure, vous savez, le chef, quelle que soit la personne senior, et ils ont rapidement maîtrisé la situation, et nous avons en fait terminé l'après-midi par des poignées de main, plutôt que ce que cela aurait pu être. Il ne m'aurait pas blessé, mais je pense que ça aurait pu devenir compliqué, désagréable. Mais mon point, c'est que ce sont des enfants, des adolescents, qui sont imprégnés d'un sens du patriotisme, de la ferveur islamique islamique. C'est la République islamique pour une raison. L'islam joue un rôle. Et donc, ils étaient, vous savez, fervents dans leur religion, fervents dans leur patriotisme. 18 ans, il a dit qu'il serait pilote de Su-35. C'est jeune. Peut-être qu'il a volé sur des simulateurs, peut-être qu'il a fait je ne sais pas, mais vous savez, normalement. Encore une fois, je déteste imposer la mentalité occidentale parce que, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, et même après, je veux dire, jusqu'aux années 1960, je suppose, nous pouvions avoir des sergents pilotes ou quelque chose comme ça. Dans l'armée de l'air, vous pouviez obtenir votre diplôme de fin de lycée et aller à l'école des candidats cadets ou les cadets de l'air à San Antonio. Mon père l'a fait après le lycée. Et vous validez le programme et vous avez le droit de piloter. Vous devenez pilote et plus tard dans votre carrière, vous essayez d'obtenir votre diplôme et vous pouvez être promu, mais vous pourriez voler jusqu'à, vous savez, capitaine. Je pense qu'il a atteint le plus haut grade possible dans sa carrière. Ensuite, ils ont supprimé cela dans les années 1960 et tout le monde devait être diplômé universitaire. Mais il est possible que vous puissiez rejoindre un lycée. Vous savez, en Union soviétique, ils avaient quelque chose appelé DOSAF, D-O-S-A-A-F. Et ne me demandez pas ce que cela signifie, mais je me souviens juste de DOSAF. Mais c'était à nouveau pour que les lycéens puissent aller, vous savez, faire des exercices militaires, apprendre à démonter un AK-47, le remonter, etc. Mais j'imagine que si vous étiez techniquement compétent, vous savez, vous pouviez apprendre les ensembles de communication, apprendre le code Morse, comment démonter des radios, remonter des radios, et vous savez, c'était dans les années 1980 et 1970, donc peut-être pas, mais aujourd'hui, je veux dire, il y a des simulateurs de vol. Ça, vous savez, c'est accessible aux lycéens. Vous pouvez rejoindre un club de vol, décoller dans un Piper Cub, voler et apprendre comment. Vous connaissez les bases, mais ensuite atterrir et utiliser un simulateur Su-35 pour pratiquer des missions. Donc peut-être que c'est ce qu'il voulait dire par là, mais pour moi, le Su-35 est un avion très avancé. Et être un bon pilote ne se résume pas à un simulateur. Vous devez comprendre l'aérodynamique. Je me souviens même qu'en tant qu'observateur aérien, j'étais formé comme observateur aérien à l'arrière d'un OV-10 ou d'un OA-4. Une grande partie de la formation concernait simplement, vous savez, la dynamique du vol, vous savez, et en mathématiques et en météo, et vous savez, la vitesse aérienne. Parce que, croyez-le ou non, ils nous ont formés à voler, vous savez. Nous n'étions pas pilotes, nous ne voulions pas l'être, mais si le pilote, c'était un avion à double commande, si le pilote était touché, le pilote voulait en quelque sorte que nous puissions atterrir, parce que si nous nous éjectons, nous sortons, lui non, il meurt. S'il s'éjecte, nous sortons tous les deux. Donc, ils nous ont appris ça, mais ils l'ont enseigné comme une question de principe. Vous êtes dans les airs, vous êtes un aviateur, et donc vous deviez apprendre ça. Et j'imagine que pour piloter un Su-35, ce genre vous allez devoir suivre une formation plus formelle. Mais cela montre que les Iraniens font, je crois, une préparation militaire de type DOSAF pour leurs lycéens, afin qu'à 18 ans, ils soient prêts à s'intégrer.
Vous savez, parce que ce sera plus facile pour lui. Disons qu'il veut être pilote. Pour s'intégrer maintenant, il a du temps sur simulateur. Il comprend, vous savez, les bases du vol. Et donc, vous savez, il est mieux placé pour réussir sa formation de vol dans un délai plus court avec préparation, je suppose. Je ne sais pas. Tout cela n'est que spéculation de ma part. Je devrais clarifier cela. Oui, cela a du sens pour moi. Je pense que c'est une bonne spéculation de votre part. Scott, nous savons que Netanyahou ne veut pas que l'Iran soit un pays normal pour les États-Unis. Quand je dis un pays normal, car je ne vois aucune raison pour que les États-Unis et l'Iran soient. Ils sont ennemis l'un de l'autre, et cela n'a pas de sens pour moi. À moins que vous ne considériez Israël comme votre principal décideur en ce qui concerne le Moyen-Orient. Vous savez, Israël décide quelle serait la politique des États-Unis au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle je pense que Netanyahou essaie de faire cela. Il essaie de forcer Israël. Mais pas seulement Israël. Je veux dire, vous le savez, j'ai été à lire vos tweets. Vous avez vu qu'il y a une énorme diaspora iranienne ici aux États-Unis qui est pro-Shah. Je veux dire, ce sont des gens dont les pères ont fui dans les années 1970. Je connaissais beaucoup d'entre eux. Je veux dire, nous. Le fait est que nous sommes devenus amis avec. Ça s'est un peu tendu quand je suis allé en Iran en 2005, mais il y avait un gars qui, ancien pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air iranienne, force aérienne royale iranienne, gérait une pizzeria juste ici. Et gentil gars et tout, mais mon Dieu, il détestait la République islamique et il était à fond pour le Shah. Mais quand vous lui parlez, parce que je suis revenu et je me suis dit, ce n'est pas aussi mauvais que tu le dis, tu sais. C'est en fait. Les gens là-bas semblent aimer le gouvernement, vous savez. Ahmadinejad a été élu, mais il y a beaucoup de gens qui sont critiques envers Ahmadinejad, vous savez. La liberté d'expression est en quelque sorte une réalité. Je veux dire, c'était incroyable. Ils s'en fichent. Ils sont aveugles et ils ont le pouvoir politique et ils ont été habilités par les États-Unis. Je veux dire, regardez juste Reza Shah, le fils du Shah. Cet homme est un inconnu, littéralement un inconnu. Il n'a aucune viabilité sur le terrain en Iran. Il n'a aucun pouvoir politique réel ici, à part un nom. Nous lui avons donné du pouvoir politique en prétendant qu'il pourrait être quelque chose qu'il ne sera jamais, le leader de l'Iran. Et puis cela façonne toute la propagande. Je veux dire, j'ai fait une émission avec Al-Mayadeen hier, et il y avait un professeur, Robbins, je crois que c'était son nom de famille. Vous savez, j'étais surpris parce que je pensais, bon, d'accord, maintenant, ils ont deux Américains qui vont dire, vous savez, des choses rationnelles. Mais vous savez, quand c'était son tour, vous savez, tous ces manifestants étaient dans les rues hier, vous savez, des centaines de milliers remplissants. Des millions au total à travers le pays. Ils étaient apparemment tous payés par le gouvernement iranien pour être là. Ce sont des manifestants payés qui sont soit payés là-bas, soit ils y vont parce qu'ils ont peur des conséquences. C'est ce qu'a dit un professeur d'une université américaine, ce qui montre à quel point le système universitaire américain est corrompu concernant la réalité de l'Iran. Comment pouvez-vous faire venir quelqu'un de vraiment authentique? Vous ne seriez pas autorisé ici, aux États-Unis, à enseigner sur l'Iran. Parce qu'au moment où ils vous embauchent, l'université est contactée par tous ces groupes qui menacent de couper les financements parce qu'ils ont formé une petite alliance très influente avec les sionistes. Donc la première chose est, vous savez, les groupes iraniens vous appellent, puis les sionistes vous appellent, les fonds sont menacés, et la prochaine chose que vous savez, votre poste de professeur est retiré. Nous ne pouvons faire venir que Trita Parsi. Maintenant, Trita Parsi, vous savez, est autorisé à venir. Il n'a jamais été en Iran. Je ne sais même pas s'il le parle. Je ne vais pas trop le dénigrer. Il pourrait parler, vous savez, le farsi. Mais vous savez, je le connais depuis un moment, et quand je l'ai rencontré pour la première fois, vous savez, il se présente très sérieusement. Il a toujours un air sérieux sur son visage, et vous devez dire, eh bien, alors il doit être un homme sérieux. Il est plus bête que terre concernant la réalité de l'Iran, et les choses qu'il écrit sont simplement stupides. Et encore, mon travail n'est pas d'être un diplomate, je n'ai pas à siéger à aucun conseil avec lui. Eh bien, en fait, je le fais, donc peut-être que je dois retirer cela, ou on m'appellera un rétracteur. Vous ne pouvez pas traiter un membre du conseil d'administration de stupide. Eh bien, s'il est stupide, joue le jeu politique, Scott. Mais il est stupide. Je veux dire, il écrit pour Respond. Vous savez, c'est quoi? RS, Responsible Statecraft. Il est leur expert sur l'Iran. Il est un apologiste de toutes les bêtises qui se passent en ce moment. Il insuffle la vie aux mensonges sur les manifestants et il dénigre. Vous savez, si j'entends une autre personne refuser de reconnaître que l'Iran est une démocratie fonctionnelle et viable, je veux dire, ça me tue quand j'entends la stupidité des gens. C'est une théocratie gouvernée par des dictateurs ayatollahs brutaux et théocratiques. Eh bien, il y a des dicks brutaux, pas des dictateurs, mais des ayatollahs. Je ne vais pas le nier. Il y a des gens dans ce ministère de la Justice qui me dérangent.
des juges qui condamnent à la pendaison, ils pendent. Je suis comme, non les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Mais l'Iran travaille là-dessus. Lors des manifestations hier, en défense du régime, les femmes étaient là sans hijab et elles n'étaient pas du tout harcelées. Pourquoi? Parce que le peuple iranien a parlé. Que se passe-t-il? Comment appelez-vous une société où si le peuple parle et que le gouvernement l'écoute et qu'il le fait par le biais, disons, d'élections, c'est une démocratie. L'Iran est une démocratie viable. Leur parlement est élu selon des principes démocratiques. Le président est élu démocratiquement. L'assemblée des experts, ne sont-ils pas ceux qui choisissent le prochain? N'est-ce pas leur travail de surveiller le guide suprême? Et ensuite, si le guide suprême est incapable de fonctionner ou de bouger, ils ont déjà quelqu'un choisi et tout ça. Ne sont-ils pas élus? Oui, ils sont élus. La réponse est oui, ils sont élus. Donc l'assemblée des experts, les personnes qui gèrent le guide suprême, sont élus par le peuple iranien. Donc je juste. Les gens doivent comprendre, c'est un type de gouvernement différent. Il ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Qu'en est-il du Conseil des gardiens? Ils mettent ce critère religieux A. C'est après tout la République islamique, donc j'imagine qu'il pourrait y avoir un critère islamique. Mais en Amérique, nous avons le critère de l'argent juif. Je suis désolé, on va me traiter d'antisémite, mais je vais simplement le dire. Si vous n'obtenez pas d'argent juif, vous êtes en difficulté. Si vous n'obtenez pas d'argent, vous êtes en difficulté. Mais si, à New York, ça doit être de l'argent juif. En Floride, de l'argent juif. À travers le pays, de l'argent juif. Regardez simplement tout l'argent qui va, les fonds de l'AIPAC qui, encore une fois, je ne suis pas anti-juif, je ne fais que constater la réalité. Quand l'AIPAC se vante ouvertement de dépenser 100 millions de dollars pour acheter le Congrès des États-Unis, c'est un critère de l'argent juif. Et je me fiche de qui vous êtes. Si vous voulez vous présenter au Congrès, à moins que vous ne soyez dans un district très spécial, vous devez le faire. Passer par l'argent juif, je l'ai fait. Je ne voulais pas me présenter au Congrès, mais j'étais, oh mon Dieu, quel était son nom? L'ancien quarterback des Buffalo Bills qui était sous-secrétaire ou secrétaire au logement. Kemp. Vous savez, il était à la tête du bureau de recrutement du Congrès, du Parti républicain, ou peu importe comment ils appelaient ça. Et j'ai reçu un appel, Scott, nous voulons que vous vous présentiez au Congrès. Et ils m'ont mis à Westchester, New York. Ils m'ont amené dans ce manoir et il y avait littéralement des centaines de personnes et il a dit, ils sont tous ici pour écrire des chèques. Ils étaient tous juifs. Et ils étaient prêts à écrire des chèques pour faire de moi le prochain. Membre du Congrès de l'État de New York. Et je me dis, vous avez déjà Gilman, parce que je vivais. Il y avait un représentant nommé Gilman. C'était un type très conservateur, vous savez. Et j'ai dit, vous avez déjà Gilman. Je veux dire, vous n'allez pas remplacer Gilman par moi. Oh non, Scott, nous allons te mettre dans un autre district. Je veux dire, j'ai dit, alors vous allez m'emmener dans un endroit à New York, où je ne vis pas? Oui. Eh bien, comment les gens sauront qui je suis? Oh, vous êtes un grand Américain. Shaq. J'ai dit, comment le savez-vous? Je veux dire, vous ne savez rien de ce que j'ai fait dans l'armée parce que presque tout ce que j'ai fait était top secret, même. Et je ne pouvais pas en parler. Vous savez juste que j'étais dans l'armée et que j'ai obtenu des médailles et des bons rapports de forme physique et tout ça. Mais vous ne savez pas ce que j'ai fait dans l'armée. Vous ne savez rien de moi. Vous ne savez même pas ce que j'ai fait en Irak parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses dont je ne pouvais pas encore parler. Et alors je lui ai demandé, j'ai dit, eh bien, il m'a posé 2 questions et je pouvais voir Kemp dire, ne le fais pas, c'est toi. Ils vont écrire des chèques. Argent juif, ne le fais pas. J'ai dit 2 questions. Ils ont dit, quelles questions? J'ai dit, eh bien, demandez-moi sur l'avortement et le contrôle des armes à feu. Ce sont les 2 grandes choses républicaines. Ils ont fait. Kemp était comme, oh mon Dieu, non. Et il a dit, Scott, quelle est ton opinion sur l'avortement? J'ai dit, écoutez, je suis père de jumelles et je ne pourrais pas imaginer un monde sans elles. Je ne pourrais pas imaginer un monde sans elles. Et ils sourient tous et ils disent, ouais. Et je suis comme, vous savez, donc non. Personnellement, je ne crois pas en l'avortement. Je crois que chaque vie est précieuse. Chaque vie devrait être apportée dans ce monde. J'ai dit, mais ce n'est pas moi qui donne naissance au bébé. Il y a un autre vote qui doit être entendu. Nous ne pouvons pas faire taire les personnes qui portent réellement le bébé, qui donnent naissance au bébé. Nous devons les écouter. Quel est leur avis? Mon opinion ne veto pas la leur. Et ils ont dit, eh bien, que dites-vous? J'ai dit, eh bien, je dis que les gens devraient avoir le choix, vous savez. C'est juste la réalité. Peut-être que nous pouvons réglementer le choix. Oh, ils n'ont pas aimé ça et ils ont dit, contrôle des armes à feu. Dit, je suis propriétaire d'armes à feu. Venez chez moi, j'ai un fusil de chasse. J'avais 2 fusils de chasse. J'ai un pistolet de 9 mm. Vous entrez chez moi et je suis formé pour vous tuer. J'ai dit, j'étais dans le corps des Marines, j'adore tirer des armes. Je veux dire, je suis bon à ça. J'étais un double expert, tout ça. J'ai dit, mais je pense juste que ce sont peut-être des armes létales pour lesquelles les gens devraient avoir une certification et une formation dans leur utilisation, comme nous le faisons avec les voitures. Vous savez, vous voulez conduire une voiture, obtenez un permis, qualifiez-vous. Ils sont partis.
que les chèques d'argent juifs pour Scott Ritter se sont dissipés. K et Kemp étaient là assis, se tirant la tête en disant « il a dit, vous êtes un homme honorable, mais vous êtes plus bête que terre. Vous auriez pu être au Congrès. » Et ma femme a dit la même chose parce que nous savons maintenant que le Congrès est l'endroit où vous allez quand vous gagnez 48 000 $ par an et 2 ans plus tard, vous valez 70 millions. Et si vous restiez au Congrès pendant 10 ans, vous pourriez valoir 200 millions de dollars. Donc c'était l'une des pires erreurs que j'ai jamais faites dans ma vie d'un point de vue commercial. Mais mon point est que nous arrivons à propos des critères de sélection et de l'Iran. L'argent. L'argent, c'est le vrai critère en Amérique. Et si vous ne le comprenez pas, alors vous ne comprenez rien à la politique américaine. Nous ne vivons pas dans une démocratie. Parce que si nous vivions dans une démocratie, ce n'est pas seulement la capacité des gens à voter, mais c'est la capacité des gens à choisir les candidats pour lesquels ils veulent voter. Et nous n'avons aucun mot à dire là-dessus. Aucun. Ils sont choisis pour nous. Les comités les choisissent, et les comités les choisissent parce que les gens avec de l'argent disent « c'est celui que je veux, c'est celui que je veux ». Et ensuite, nous allons dans l'urne, nous tirons le rideau, et il y a un papier, et nous exerçons notre pouvoir démocratique, et nous votons pour des personnes dont nous ne savons rien. Allez les gars, soyez honnêtes si vous êtes américains. Lorsque vous parcourez ce bulletin, surtout le jour d'une élection nationale, vous pouvez connaître le président, peut-être parce que tout le monde ne le fait pas. Vous pouvez savoir pour qui vous votez. Votre sénateur, vous devriez le savoir. Votre député, je dirais que 50% des gens n'ont aucune idée de qui est leur député. Ils descendent juste là-bas et ils disent « Oh, d'accord, je vais voter ». Maintenant, vous entrez dans toutes ces autres choses pour lesquelles vous votez. Vous ne connaissez aucune de ces personnes et vous n'avez eu aucun mot à dire sur leur présence sur ce bulletin. Vous cliquez simplement parce qu'ils disent démocrates, républicains, ou vous aimez le son de leur nom, ou ils sont italiens et vous êtes italien, ou ils sont allemands et vous êtes allemand, ou ils sont. Alors, arrêtez ça de pointer du doigt l'Iran. Les Iraniens, eux, j'adore leur système national. Vous savez, on vous donne seulement un temps limité pour faire campagne. Tout le monde a le même accès à la presse. Tout le monde doit participer au même débat et ensuite les gens votent. Et j'aimerais qu'on fasse ça ici plutôt que ce processus de 2 ans où, vous savez, on annonce sa candidature, on collecte des fonds. Vous savez, c'est toujours à propos de l'argent, 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 l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas participer. Bref, désolé. Je me suis un peu égaré. Ouais. Scott, je pense que beaucoup de notre public est intéressé par votre évaluation de la fragilité de la situation au Moyen-Orient. Voici ce que Donald Trump a dit sur Fox News. Avec l'Iran, avec ce régime actuel, est-ce que cela tiendrait vraiment? Je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas. Je sais une chose, ils veulent conclure un accord. Ils ne parleraient à personne d'autre, mais ils me parlent. Mais vous savez, c'est une bonne question. Beaucoup de gens disent non. Et je dirais que je préfère conclure un accord. Il faut que ce soit un fichu bon accord. Pas d'armes nucléaires, pas de missiles, pas ceci, pas cela, toutes les différentes choses que vous voulez. Mais certains s'inquiètent que ils ont été très malhonnêtes avec nous au fil des ans, non? Très malhonnêtes. Obama et Biden, ce qu'ils ont fait en termes de création d'un monstre avec l'Iran était terrible. Cet accord nucléaire iranien était l'un des accords les plus stupides que j'ai jamais vus. Je veux dire, il faut que ce gars c'est divertissant, vous savez. Je veux conclure un accord. Dès qu'il parle comme ça, vous savez qu'ils ne veulent pas conclure un accord. C'est juste lui qui essaie de paraître impressionnant. Tout d'abord, accord. Karen Kneißl est l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères qui vit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, Russie. Et elle dirige ce qu'on appelle l'Institut Gorky. Elle déteste le terme accord. Elle l'appelle le langage de la mafia. Les mafieux concluent un accord. Les criminels concluent des accords. Les accords sont faits pour être rompus et ils sont rompus continuellement. Les gentlemen font des accords et les nations signent des traités. Et Donald Trump ne parle pas d'accord ou de traité. Un accord. Ils veulent conclure un accord. Non, ils ne veulent pas. Ils vont seulement me parler. Non, ils parlent à tout le monde. Ils ont parlé à Biden. Ils ont conclu un accord avec Obama. Il devait y avoir un accord parce que le Congrès ne voulait pas ratifier un traité. Et regardez ce qui s'est passé. L'accord a été rompu. Donald Trump ne peut pas maintenir un accord parce que c'est un accord. Un accord n'est pas une rue à double sens. Ouais. Un accord est une rue à sens unique. Écoutez, Donald Trump, oui, je suis prêt à conclure un accord, mais ils doivent se suicider en abandonnant leurs missiles. Ils doivent se neutraliser en disant qu'ils ne sont pas politiquement pertinents dans une région. Je veux dire, quelle stupidité. L'Iran est le plus grand pays de la région. Et vous dites qu'ils n'ont pas le droit de projeter leur sphère d'influence, leur sphère d'intérêt, que les seuls qui peuvent le faire sont Israël, ce petit bout de terre pathétique. Ce sont les seuls à pouvoir projeter du pouvoir et l'Iran ne peut pas. C'est stupide. Et puis, vous savez, nucléaire, le nucléaire était un mauvais accord. Vous ne savez rien de cet accord. Je vous le dis,
Donald Trump est un homme stupide, un homme fondamentalement stupide. Il pourrait avoir un certain bon sens commercial, vous savez, et il pourrait avoir, vous savez, une appréciation de la diplomatie propre au tyran. Je veux dire, même un tyran sait quand il se réveille le matin, si je vais dans la cour de récréation et que je fais le gros bras, le petit Tommy pourrait reculer et, vous savez, faire ce que je veux. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ça. Vous savez, mais un jour, vous allez aller dans la cour de récréation et faire le gros bras et Tommy va dire « bam ». Maintenant, qu'est-ce qu'un tyran fait? Parce qu'il n'y a pas de... Son cerveau ne fonctionne pas. Donald Trump est un lâche physique et moral. Je vous le dis tout de suite. Un lâche physique et moral ne pourrait pas gagner un combat à main nue. Eh bien, tout d'abord, il est trop vieux pour se battre. Mais à l'époque où il disait qu'il pouvait ramener Joe Biden et le battre, non, il ne pouvait pas parce qu'il est un lâche. Je ne dis pas que Biden vous battrait parce que je pense que Joe Biden était un lâche aussi. Mais le point est qu'un jour, vous allez dire quelque chose. Et une chose que j'ai apprise quand je traînais avec Delta Force, vous savez, j'ai appris une chose dans un bar de motards, où nous sommes partis parce que les motards devenaient bruyants et arrogants, et ils sortaient, et j'ai dit, pourquoi partons-nous? Ils ont dit, nous pourrions régler ça, et ils ont dit, Scott, nous avons des habilitations de sécurité qui seraient révoquées dès que nous nous lancerions dans une bagarre de bar. D'accord? Nous n'existons pas pour nous battre dans des bars. Nous n'existons pas pour nous montrer durs devant ces gens. Nous existons pour accomplir une mission, et si ces gens rendent cela inconfortable, nous partons. Puis il a dit, mais l'autre chose. Et ce gars était très en forme physiquement. Il a dit, c'est une bonne leçon pour vous. Dans chaque bar où vous entrez, supposez simplement qu'il y a une personne dans le bar qui peut vous mettre une raclée, et vous n'avez aucune idée de qui c'est. Et si vous traitez tout le monde comme s'il pouvait vous botter le derrière, vous éviterez de vous attirer beaucoup d'ennuis. Donald Trump est un lâche. Il n'est pas très intelligent. Il est un lâche physique. Il est un lâche moral. Il ne fera jamais ce qu'il faut. C'est un homme avide. Il est aussi un narcissique incontrôlable. Je veux dire, renommer le Kennedy Center en Trump Kennedy Center, je veux dire, c'est une maladie mentale. Passer un coup de fil à Schumer pour faire renommer la gare Moynihan en gare Donald Trump, et j'oublie ce qu'il voulait encore renommer. C'est un narcissique. Je veux dire tout. Je veux dire le. Si je vous disais le corridor de Zangezar, vous sauriez ce que c'est. Mais le reconnaissez-vous comme le? Comment diable l'appelle-t-il? Le Trump, TRIPP, je ne sais quoi, plan de prospérité ou quelque chose du genre. Ça, pourquoi le nom de Trump doit-il être dessus? Parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est le tyran qui pose. C'est un homme obsédé par les marques. Vous savez, quand il se présentait, avant de se présenter à la présidence la première fois, si vous preniez le train pour New York City, ou vous conduisiez à New York City en descendant l'autoroute Henry Hudson ou autre, il y avait une série de bâtiments là-bas avant d'arriver, vous savez, vers la 58e rue, et ils avaient tous Trump dessus, vous savez, Trump Tower, Trump ceci, Trump cela, Trump Palace, Trump. Et vous pensez, waouh, Donald Trump possède beaucoup de biens. Il ne possédait rien. Excusez mon langage. Il a simplement mis sa marque dessus. Il disait aux gens, vous pouvez utiliser mon nom, et il mettait Trump dessus, et ensuite, il pouvait augmenter leur loyer de beaucoup, et il en obtenait un pourcentage. C'est son. Donc en ce moment, il marque tout. C'est le président des États-Unis. Marquer les choses, ne pas dire l'accord américain. Je veux dire, je pourrais comprendre, vous savez, le plan de paix américain. D'accord, ça a une bonne sonorité. Vous savez, l'Amérique a fait ça, le Kennedy Center américain. D'accord. Je pourrais accepter ça. L'Amérique, c'est bien. Mais lui, il ne se soucie pas de l'Amérique. Il ne se soucie pas de l'Amérique. Il se soucie. C'est un culte de la personnalité, littéralement, sous toutes les formes. Un culte de la personnalité. Et maintenant, nous revenons au point de départ. Si les gens ne comprennent pas ça, vous êtes trop stupides pour vivre. Si les Iraniens ne comprennent pas qu'ils ont affaire à un dictateur qui fonctionne comme un culte de la personnalité, vous n'avez pas affaire à un président américain. Aucun président américain ne fonctionne de cette manière. Aucun président américain ne devrait fonctionner de cette manière. Et j'espère qu'après la fin de ce désastre, si nous pouvons survivre, aucun président américain ne fonctionnera de cette manière. Le Congrès doit prendre le contrôle. Mais c'est un culte de la personnalité. C'est un homme malade, un homme mentalement malade. Et les conséquences pourraient être graves. Vous savez, il enferme l'Amérique dans des coins avec sa bouche. Je veux dire partout. Groenland, je vais envahir le Groenland. Non, vous ne le ferez pas. Eh bien, maintenant, je dois trouver une sortie parce que je parle trop. Vous savez, Iran, regardez les Iraniens, ils ont dévoilé son bluff sur tout. Vous allez vous rencontrer à Istanbul. Non, nous ne le ferons pas. Avez-vous entendu le porte-parole du département d'État lorsqu'ils l'ont confronté à cela? Nous n'avons jamais pensé que les Iraniens diraient non. Vraiment? Vous ne pensiez pas que les Iraniens diraient non? Vous pensez avoir du levier sur l'Iran? Vous pensez avoir du levier sur l'Iran? Vous n'avez aucun levier sur l'Iran? Aucun.
Le seul levier que l'Iran a, c'est le levier qu'il a sur lui-même. La responsabilité d'un gouvernement qui se soucie suffisamment de son peuple pour essayer d'éviter une guerre, vous savez. Les Iraniens auraient tout à fait le droit, en ce moment, de rayer Israël de la surface de la terre en invoquant la légitime défense préventive. Article 51, la doctrine Caroline. L'Iran, en ce moment, pourrait justifier et s'en tirer en éliminant Israël parce qu'Israël a fait des menaces. L'Iran pourrait couler l'Abraham Lincoln et faire exploser toutes les installations américaines dans la région et dire « Nous avons le droit parce que Trump dit « Je vais vous frapper, je vais vous bombarder, je me prépare à vous bombarder ». Eh bien, l'Iran doit-il rester là et attendre que les États-Unis bombardent? L'imminence de la menace a été manifestée par les déclarations du commandant en chef. Mais l'Iran ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que l'Iran sait ce qui suit. Ils infligeront des dommages horribles à Israël et ils infligeront des dommages horribles aux Américains, mais des dommages horribles seront infligés au peuple iranien. Et donc le peuple iranien a la chance d'avoir un gouvernement qui les aime suffisamment pour ne pas les impliquer dans une guerre qui peut être évitée en prétendant engager la diplomatie avec une nation qui ne sait même plus ce qu'est la diplomatie. Nous ne savons plus ce qu'est la diplomatie. Nous ne la pratiquons pas. Oui. Malheureusement, vous savez, le cas de l'Ukraine ne montre pas beaucoup d'espoir pour les négociateurs iraniens parce que, je ne sais pas si vous avez vu les 2 interviews que le ministre des Affaires étrangères de Russie, Lavrov, a fait récemment avec les BRICS, avec TV BRICS et avec NTV. Il dit littéralement que les négociations avec les États-Unis ne vont pas dans la bonne direction, qu'elles sont toutes, et ce sont les mêmes personnes qui vont négocier avec les Iraniens. Avec Kov et Kushner, les mêmes personnes, littéralement. Mais cela, en fait, je dirais le contraire. Cela montre, en fait. Ce qui se passe quand on appelle le bluff. Vous savez, les États-Unis ont parlé de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Et la Russie est comme, d'accord. Mais nous allons continuer à attaquer. Je veux dire, vous savez, allez-vous faire la trêve énergétique? Bien sûr, donnez-vous une semaine. La semaine se termine, ils les enfoncent simplement dans le sable. Tout le monde est comme, regardez la Russie faire cela, et la Russie s'en fiche. Je veux dire, la Russie fera semblant de faire de la diplomatie, parce qu'en fin de compte, c'est un gouvernement responsable qui cherche des moyens viables pour mettre fin à la guerre à des conditions acceptables pour la Russie. De la même manière que le gouvernement iranien cherche, vous savez, des conditions viables pour éviter la guerre à des termes acceptables pour le gouvernement iranien, ils ne vont pas se rendre. La Russie a appelé le bluff américain sur tous les fronts. La Russie n'a cédé sur rien. Ils ont cédé une fois en Alaska. En Alaska, apparemment, selon Lavrov, ils se sont assis et ils ont avalé une pilule empoisonnée. Ils ont dit « Nous croyons que Trump est sérieux à propos de la paix, alors nous allons faire. Nous allons accepter ces conditions. » Et je pense que certaines de ces conditions auraient été très difficiles politiquement pour Poutine si elles avaient été publiées, et cela aurait pu impliquer le gel du front à Zaporizhia et Kherson. Cela semble être la suggestion, ce qui aurait été constitutionnellement difficile. Mais la Russie, un gouvernement responsable, a vu une opportunité de mettre fin à une guerre qui tuait des Russes et le faire d'une manière qui, vous savez, pourrait engendrer une certaine stabilité. Mais il s'avère que les États-Unis ne sont pas du tout un partenaire de négociation sérieux. Dès que les Russes ont signé cet accord, la première chose qui se passe, et Lavrov a dit cela, le G7 est arrivé et Trump commence à renégocier ce qui a été convenu. Et les Russes disent, ben non, nous avions un accord, pas un marché. Nous avions un accord. Et maintenant, vous essayez de tout renégocier. Voilà, c'est ça la différence entre un deal et un accord. Un marché ne signifie rien. Un marché peut être réarrangé et tout ça. Un accord est un accord clairement défini. Trump est dans une cas, et je pense que c'est une leçon difficile à apprendre pour les Russes, mais vous savez, je ne vais probablement pas être invité à revenir en Russie de sitôt, mais je vais le dire, vous savez, êtes-vous trop stupide pour vivre? Il a essayé de tuer votre président, et pourtant vous êtes prêt à faire des affaires avec lui. Et je sais que vous devez le faire, mais quand allez-vous appeler un chat un chat? La même chose avec le gouvernement iranien. S'il vous plaît, Iran, reconnaissez que Donald Trump a essayé de tuer le guide suprême, que Donald Trump a donné son feu vert à une attaque israélienne contre le guide suprême, qui a intégré des renseignements américains en juin. Vous le savez, nous le savons, mais vous faites semblant que cela ne s'est pas produit. Vous prétendez que vous pouvez faire des affaires avec un homme qui a essayé de tuer votre guide suprême et votre président. Après tout, n'était-ce pas P.K. qui a dû ramper hors d'une porte dans un bâtiment qui a été bombardé? Il a dû partir par une sortie de secours parce qu'ils ont essayé de le tuer. Je veux dire, mon Dieu. Et pourtant, vous vous rencontrez toujours là-bas et vous faites semblant de rencontrer Jared Kushner qui planifie et complote avec l'opposition pour remplacer votre gouvernement. Je veux dire, waouh.
Vous êtes un rogue. Vous pensez que vous allez rester comme ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement pro-américain du chat? Non. Vous allez être tué, exécuté. Et pourtant, vous rencontrez l'homme qui prévoit de vous faire tuer et exécuter. C'est juste. C'est hallucinant. Et Witkoff, si. L'homme est... Il n'est personne. Il est incapable de penser de manière indépendante. Et tout ce que dit Witkoff n'a aucune valeur. Son travail consiste à transmettre un message. Recevoir un message et dire des mots gentils. Ne croyez aucun des mots gentils que dit Steve Witkoff, parce qu'il n'a aucun pouvoir et il ne peut pas les soutenir. Il revient ici à Washington DC, dit ces mots gentils, et tout le monde dit non, 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 clic, 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 change cela. Et Witkoff dit oh, je veux dire, normalement vous seriez embarrassé. Je veux dire, si vous m'envoyiez en mission et que je m'asseyais là et que je le recevais et que je transmettais le message du président, et que nous arrivions à quelque chose et que je disais d'accord, je vais ramener ça au président, je me battrai pour ça. Je tomberai sur mon épée pour ça parce que c'est la mission qu'on m'a donnée. Witkoff arrive, il n'y a pas de lutte. Oh, vous allez annuler tout ce que j'ai accepté. D'accord. Et puis sans aucune honte, il s'envole et recommence. Et à un moment donné, je veux dire, Vladimir Poutine doit juste être assis là à regarder Steve Witkoff passer la porte en se demandant qu'est-ce qui se passe ici. Je veux dire, les Russes veulent... Pourquoi traitez-vous Witkoff et Kouchner avec respect? Je sais pourquoi, parce que vous êtes des adultes responsables et vous devez faire de la diplomatie. Mais je veux dire, à un moment donné, vous devez juste vous retourner et dire, pas vous deux, sortez d'ici. Menteurs et incompétents, partez. Nous ne voulons pas de vous. Ne vous posez pas, ne passez pas, commencez. Ne recevez pas $200 directement en prison. Et vous. Et les Iraniens doivent faire la même chose. Combien de temps continuez-vous à croire que Witkoff et Kouchner sont des personnes fiables, des partenaires de négociation fiables? Ils ne le sont pas du tout. Je veux dire, c'est humiliant en tant qu'Américains de nous voir faire cela parce qu'ils sont des menteurs. Des menteurs tout simplement. Jared Kushner n'est qu'un comploteur. Encore une fois, Iran, il complote pour renverser votre gouvernement pendant qu'il négocie avec votre gouvernement pour créer des conditions qui, si vous y accédez, rendraient plus facile le renversement de votre gouvernement. Vous ne comprenez pas? C'est la même chose avec la Russie. Les États-Unis, sous Trump, ne veulent pas la paix avec la Russie. Laissez-moi vous expliquer. La politique est le changement de régime. Vladimir Poutine n'est pas l'ami de Donald Trump. Vladimir Poutine est le président que Donald Trump veut destituer parce que Donald Trump est redevable à un État profond qui a déclaré que Poutine est incompatible. La Russie dirigée par Poutine est incompatible avec la vision américaine du monde. Nous avons essayé de le tuer. 91 drones utilisant des renseignements fournis par la CIA ont été envoyés contre sa résidence alors que Trump était engagé dans une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Mais ces faits sont balayés sous le tapis par les Iraniens, du moins en public, et ils sont balayés sous le tapis par les Russes. Et quand vous les balayez sous le tapis, ce qui se passe, c'est que vous créez alors une perception publique selon laquelle ce qui se passe est normal, que c'est une diplomatie normale qui se déroule entre Witkoff, Kouchner et Naratchi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a absolument aucune diplomatie ici. Ils veulent votre mort. Ils essaient de négocier les conditions dans lesquelles vous mourrez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de résultat. Là, c'est acceptable. Trump est un menteur. Il le sait. Il l'a dit. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas le tenir responsable de ses paroles? Il a dit que, vous vous souvenez quand les manifestants étaient dans la rue? Le gouvernement iranien a perdu la confiance du peuple. Le gouvernement iranien n'a plus de légitimité. Nous devons enlever ces brutes du pouvoir. Le gouvernement iranien est horrible. Nous retirerons la théocratie illégitime du pouvoir. Nous ferons ceci, cela et autre chose. Oh, Steve, va parler à nos chers amis du gouvernement iranien. Il nous faut un accord. Si j'étais iranien, je dirais, attendez une seconde. Qui sommes-nous? Sommes-nous les méchants maintenant ou sommes-nous devenus les gentils? Et si nous sommes devenus les gentils, comment sommes-nous devenus les gentils? Et c'est la même chose avec les Russes. Witkoff, tu étais présent à la réunion lorsque la CIA a dit « Nous allons envoyer des drones pour frapper Poutine ». Et maintenant, tu veux venir ici et t'asseoir avec le président comme si cela ne s'était pas produit, comme si rien de tout cela ne s'était produit. Rubio est le conseiller à la sécurité nationale, pas seulement le secrétaire d'État. Rubio planifie les attaques contre la Russie et l'Iran. Et pourtant, il est censé être le chef de la diplomatie. Je suis désolé, j'aime mon pays, mais mon Dieu, si vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas. Ça, mon pays est mon pays. Donald Trump n'est pas mon pays et il a cessé d'être président au moment où il a dit « Je suis un dictateur ». Vous vous souvenez du discours à Davos. « Je suis un dictateur ». Souvenez-vous de l'interview qu'il a donnée au New York Times. La primauté du droit ne signifie rien pour moi, seulement mon propre sens de la moralité. Alors, vous êtes un dictateur, vous êtes un roi. Vous n'êtes pas un président américain. Et c'est un fait. On est. Le gouvernement à Washington DC n'est pas un gouvernement américain. C'est un culte de la personnalité et personne n'a voté pour ça.
Même si vous avez voté pour Donald Trump, vous n'avez pas voté pour un culte de la personnalité. Vous avez voté pour un président. Vous vous souvenez de combien vous étiez fiers? J'étais. Comment le premier jour où il est arrivé, il a sorti des décrets présidentiels. Je vais défendre la liberté d'expression. Je fais toutes les choses constitutionnelles qui s'imposent. Boum, boum. Et je me suis dit, waouh, peut-être que ce type a compris. Peut-être qu'il a appris quelque chose. Tout ça, c'est des conneries. Tout est un mensonge. Tout ce que cet homme dit est un mensonge. Tout ce que cet homme fait est un mensonge. Et pourtant, il est le président américain. Non, il ne l'est pas. C'est un dictateur américain, mais il n'est pas un président américain parce que le terme président est lié à la Constitution. Et il y a, vous savez, certaines choses que le président doit faire. L'une d'elles est de respecter la Constitution des États-Unis, la primauté du droit. Exactement. Je me souviens de ces jours-là. Toi et moi étions pleins d'espoir que Donald Trump ferait quelque chose de différent, et c'est tout. Oh, j'adore ça. Je ne peux pas lire vos commentaires, mais j'adore venir sur votre émission. C'est juste que, quand je dis que j'aime, ce n'est pas vrai. Votre émission, Danny Haiphong et même Garland Nixon et Sabi. J'ai eu des ennuis dans son émission. Elle ne m'invitera peut-être jamais à nouveau, Sabi Sabatino, parce que je lis les commentaires. Je ne devrais pas, mais parfois ils sont tellement stupides que je dois intervenir et tout ça. Mais mec, j'adore. De nos jours, comme ce soir je fais Ask the Inspector et il va y avoir des gens, vous avez voté pour lui? Vous avez voté pour lui? Oui, je l'ai fait 3 fois. Oui. Quelles étaient mes options? Hillary Rodham Clinton. Non, Joe Biden. Vous vous souvenez que Joe Biden et moi ne nous aimons pas pour une raison. C'est un sac à mensonges, rempli de crottins de cheval. Et vous le vouliez. Vous savez, et ensuite Kamala Harris voulait balancer une bombe nucléaire sur la Russie. Donc non, je n'ai pas voté, mais vous savez, personne ne m'a donné une meilleure option parce que nous ne sommes pas une démocratie. Ce sont d'autres personnes qui choisissent le président. Vous savez, mais oui, mais cela ne signifie pas que juste parce que j'ai voté pour lui, je dois être heureux et garder le silence. Regardez, si le président fait quelque chose de bien, je serai le premier à dire « Waouh, c'est plutôt cool ». J'aime ça, je n'ai pas pu dire ça récemment parce qu'il ne fait rien de bien. Et maintenant qu'il fait de mauvaises choses, surtout des choses qui s'écartent des assurances qu'il nous a données en tant que candidat, vous avez le devoir et la responsabilité de le dénoncer. Et je n'ai pas besoin d'un, vous voyez, guerrier du clavier. Vous avez voté pour lui. Pas de blague, Sherlock, je vous ai déjà dit que je l'ai fait, vous savez. Donc bref, oui, à un moment, nous étions pleins d'espoir. Je veux dire, aussi plein d'espoir que vous puissiez l'être lorsque vous élisez un homme avec le parcours de Donald Trump pour président. Je veux dire, encore une fois, les gens oublient, en 2015, lorsqu'il a déclaré « Je méprise John McCain ». Ma femme va me dire « Ne parle pas mal des morts ». Donc je vais me mordre la langue, mais tout le monde sait. Je l'ai dit publiquement, je déteste John McCain avec passion. Mais il était prisonnier de guerre au Vietnam et il s'est comporté honorablement. Il aurait pu partir plus tôt, mais il ne l'a pas fait. Son père était le commandant de la flotte du Pacifique. Il aurait pu conclure un accord pour être l'un des premiers à sortir ou pour être libéré tôt. Il ne l'a pas fait. Il est resté et il a été torturé. Et Donald Trump a dit, vous savez, les héros ne devraient pas être faits prisonniers. Eh bien, va te faire voir, Denis. Qu'avez-vous fait, monsieur? Éperon osseux? Vous n'êtes pas allé au Vietnam? Je veux dire, mon Dieu, si vous êtes le patriote que vous prétendez être, vous auriez dû vous engager et faire enlever ces éperons osseux. Vous savez, vous auriez dû faire quelque chose. Faites-moi des injections pour que je passe mon examen médical. N'importe quoi, n'importe quelle astuce pour y entrer parce que vous voulez servir votre pays. Vous savez, je ne me vante pas, mais quand je suis entré dans le corps des Marines, je n'étais pas physiquement qualifié parce qu'en grandissant, en jouant au football, au lycée et tout, j'avais plus de fractures que vous pouvez imaginer. J'avais un rein éclaté. J'avais des problèmes. Même à l'université, je suis resté paralysé pendant environ 1 semaine et demie en jouant au football, et j'ai dû trouver un médecin prêt à signer cette dérogation parce qu'aucun médecin près de FNM ne voulait la signer. Ils ont dit non. Donc le corps des Marines est venu me voir et ils ont dit « Nous ne pouvons pas vous commissionner. Vous êtes cassé. J'ai tout fait pour m'assurer d'être commissionné. » Je veux dire, je n'ai pas menti, je n'ai pas triché, mais j'ai fait tout. Je veux dire, j'ai fini par aller voir le colonel et j'ai dit « Si j'obtiens un test de condition physique de 300, un score parfait, allez-vous laisser ce corps brisé entrer ?» Et c'est ce qui les a convaincus. Ils ont dit « D'accord, tout de suite. On va faire le PFT. » Et j'ai obtenu un 300 au PFT. Cela signifie que j'ai fait 20 tractions, j'ai fait 100 abdominaux en 1 minute et j'ai couru 3 miles en moins de 18 minutes. Je l'ai fait en 17h29, tout pile. Et ils ont dit, si vous pouvez égaler le PFT du corps des Marines, on vous laissera entrer. Alors, vous savez, je me considère comme un patriote. C'est ce que font les patriotes. Vous voulez servir? Bon sang, faites-le. Faites que cela arrive. Donald Trump, petit bébé avec des éperons osseux. Fais-toi enlever ça, Denis. Ampute ce foutu pied. Tu as de l'argent, trouve un cadavre, mets un autre pied. Fais quelque chose pour aller au Vietnam et être un homme. Maintenant, certains vont dire, Scott, tu ne peux pas dire ça. Eh bien, allez vous faire voir, les gens. Vous savez, je comprends que le Vietnam était une mauvaise guerre. Je comprends que nous n'aurions pas dû y être. Je comprends. Je parle d'un homme, il n'a pas fui la conscription.
Il n'avait pas de principe. Il n'a pas pris position en disant je ne ferai pas ça. La moitié du temps, lorsqu'il était éligible pour y aller, nous ne connaissions pas la moitié des crimes qui étaient commis. C'était une question tranchée pour les Américains qui y faisaient face. Et on vous disait soit de vous engager et d'être un patriote, soit de ne pas l'être. Il courait partout, allait à une école militaire, portait un uniforme, pensant qu'il était monsieur. Et il a échappé à la conscription comme tous les autres pseudo-héros de guerre, ces va-t-en-guerre de pacotille. Donald Trump a eu une chance pour que vous sachiez ce que John McCain n'a pas fait. Cet alcoolique, vous savez, ce salaud volage, il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas enfui. Il est monté sur un porte-avions et s'est lancé depuis ce porte-avions pour effectuer des missions de combat de manière incompétente. Je ne suis pas un grand fan de John McCain, mais ce n'était pas un lâche. La dernière chose que John McCain était, c'était un lâche. Et pour que Donald Trump soit là à appeler John McCain un lâche parce qu'il a été abattu et fait prisonnier, cela signifie simplement que Donald Trump est juste une ordure. Et il était une ordure en 2015. C'est toujours la lie de l'humanité aujourd'hui. Malheureusement, cette ordure a été nommée par le Parti républicain et il affrontait Hillary Clinton, qui était un problème bien pire que Donald Trump, du moins à mon avis. Certains ne seraient pas d'accord. C'est la beauté d'une démocratie. Mais ce n'est pas une démocratie, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons vraiment pas eu le choix de pour qui nous votions. Vous savez, c'est la même chose. Et puis quand vous vous souvenez qu'il se battait, il y avait un juge hispanique. Et il a dit, vous ne pouvez pas avoir un juge hispanique. C'est un juge américain, espèce de salaud. Un juge américain qui connaît la loi mieux que vous, prendre une décision légale basée sur la loi, parce que cela n'allait pas dans le sens de Donald Trump. Soudain, c'est un mauvais juge, parce qu'il est un juge hispanique, et nous voulons élire cet homme un raciste. Juste un commentaire carrément raciste. Donc, tous ceux qui sont là-bas, vous avez voté pour lui. Quelles options avais-je, héros? Vous voulez que je vote pour Hillary Clinton? Je ne pouvais pas le faire. Vous voulez que je vote pour Joe Biden? Je ne pouvais pas le faire. Kamala Harris? Je ne pouvais pas le faire. Je ne dis pas que Trump est la meilleure chose depuis le pain tranché, mais il était mieux que les 3 options que nous avions, à mon avis, et j'étais plein d'espoir, tout comme vous. Je me souviens de ces jours-là. On se disait, waouh, ça pourrait être cool. Cela pourrait être autre chose. Mais parce qu'il est un lâche moral et physique, il ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est l'autre marque de fabrique d'un lâche. Il faut du courage pour dire, je vais faire quelque chose puis le faire, surtout quand les gens commencent à s'opposer à vous, parce que c'est alors que vous découvrez quel genre de principe vous avez, où vous tenez bon, vous découvrez quel genre d'intelligence vous avez, et vous argumentez. Trump est incapable de débattre sur aucun de ces sujets. Je pourrais avoir un débat avec Donald Trump sur le programme nucléaire de l'Iran, et vous verriez dans les 10 premières secondes qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Vous savez, ils ont de grandes centrifugeuses, grandes comme mes mains, et vous savez, alors vous savez, je veux dire, je leur ai dit que je veux un accord, et vous savez, vous arrivez à, ils font tourner ces choses, et puis vous savez, et puis ils sont comme sous terre, et vous savez qu'ils ne peuvent pas être sous terre, et nous allons avoir un accord pour les faire sortir de terre. Nous allons les faire sortir de terre. Mon accord va les faire sortir de terre, et ils vont arrêter de tourner parce que ça va être un si bon accord, parce que je vais négocier. Et vous vous dites juste, chut, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez rien à ce sujet, sur les technologies impliquées, sur l'histoire, pourquoi l'Iran a fait ce qu'il a fait, pourquoi l'Iran fait ce qu'il fait. Vous savez, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous les présidents le sachent, mais alors entourez-vous de gens qui le savent, et il ne le fait pas. Les gens qui conseillent le président sur ces sujets sont simplement des idéologues, rien d'autre. Aucune connaissance, aucune expertise, rien du tout. En matière de contrôle des armements, c'est une toute autre discussion que nous ne devrions probablement pas avoir aujourd'hui, mais je veux dire, si nous n'avons pas encore compris que quiconque à Washington, D.C., qui est affilié à l'Arms Control Association, devrait démissionner parce qu'ils ont échoué. Quiconque se dit professeur d'études sur le désarmement démissionne, vous avez échoué. Parce que nous ne faisons pas de désarmement, nous ne faisons pas de contrôle des armements, nous faisons la promotion de la suprématie américaine et nous utilisons le contrôle des armements et le désarmement comme un moyen de maintenir la suprématie. Ce n'est pas ce dont parle le contrôle des armements. Nous revenons à l'Iran et c'est là que ça se rattache. Vous savez, l'Iran est, autorisé en vertu de l'article 4 du traité de non-prolifération nucléaire à avoir un programme d'énergie nucléaire pacifique, comprenant la totalité du cycle du combustible nucléaire. Rien de ce que fait l'Iran n'est illégal, pour inclure d'ailleurs l'enrichissement de l'uranium à 60%, parce que vous pourriez envisager un scénario où 60%, disons que l'Iran allait poursuivre des réacteurs militaires pour un sous-marin nucléaire. Je pense que vous entrez dans cette zone d'enrichissement pour les réacteurs nucléaires. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas interdit. Vous savez, donc l'Iran n'a pas enfreint la loi. Mais pourquoi l'Iran se soumet-il à des accords de sauvegarde et à des limitations de cette nature? Parce qu'il y avait un accord. Le traité de non-prolifération nucléaire est un accord, et l'accord est que les nations
qui ont des armes nucléaires seront les seuls autorisés à avoir des armes nucléaires, car nous reconnaissons que les armes nucléaires sont ce grand mal dont nous devons nous débarrasser. Et toutes les autres nations peuvent avoir accès à la technologie nucléaire, mais elles ne peuvent pas la militariser, elles ne peuvent pas avoir d'armes. Nous avons des inspections pour vérifier, et il y a des conséquences si vous décidez de violer cela. Mais les États possédant des armes nucléaires ne sont pas autorisés à avoir des armes nucléaires à perpétuité. Il faut commencer à réduire. Lisez le préambule du traité New START qui vient d'expirer. Lisez le préambule, une partie parle de la promesse de réduction, que ce traité continue la promesse faite dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire de commencer à réduire le nombre d'armes nucléaires. Il continue cette promesse. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait, et maintenant, nous voyons les États-Unis parler de charger des ogives sur des missiles. Cela signifie que nous allons passer de 1550 à environ le double dans quelques mois, car nous allons commencer à charger, passer le Minuteman 3 de 1 à 3, passer le Trident de 4 à 8. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons dans la mauvaise direction, ce qui signifie que le traité de non-prolifération nucléaire est un mensonge. Et ce que font les États-Unis, je ne blâme pas la Russie, je blâme les États-Unis, c'est qu'ils disent les armes nucléaires font partie intégrante de notre posture de sécurité nationale. Vous venez de légitimer les armes nucléaires pour tous les pays du monde. Dès que vous dites que les armes nucléaires font partie intégrante de notre posture de sécurité nationale, vous l'avez légitimé pour tout le monde. Car si c'est bon pour l'un, c'est bon pour l'autre. Ce que nous devrions dire, c'est que nous avons hérité de la guerre froide d'une posture de dissuasion nucléaire liée aux postures de dissuasion nucléaire d'autres nations, et donc nous travaillons de concert avec les autres nations pour réduire le nombre de guerres nucléaires et progressivement éliminer les armes nucléaires comme une expression légitime de la puissance militaire nationale. Nous voulons aller vers le zéro nucléaire mondial. Le zéro nucléaire mondial est l'objectif et nous allons continuer dans cette direction. Alors nous tenons la promesse faite dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire, mais je crois que Donald Trump a tué le traité de non-prolifération nucléaire en plus de tuer le New START. Le New START est mort, il ne reviendra pas. Mais le traité de non-prolifération nucléaire est également mort. Regardez ce dont les gens parlent de l'Arabie Saoudite ayant une arme nucléaire secrète. Je dois faire attention à ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps ou fortement suspecté sur la base d'informations de renseignement. Mais bon, parce que l'idée était que ça ne sera pas discuté, comme l'arme israélienne ne sera pas discutée. Ils n'en ont pas beaucoup. La Turquie est restée silencieuse lorsqu'on lui a demandé, le ministre turc des Affaires étrangères est resté silencieux lorsqu'on lui a demandé, la Turquie va-t-elle développer une bombe nucléaire? Oui, la Turquie va développer une bombe nucléaire, tout le monde va développer une bombe nucléaire. Merci Donald Trump. Le traité de non-prolifération nucléaire est un document inutile en ce moment. Le fait est que tout traité signé par les États-Unis est immédiat et nous violons tout. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique, nous le violons actuellement. Il n'est pas censé y avoir de militarisation de l'espace. Nous avons la Space Force, qui est c'est la définition de la militarisation de l'espace. C'est un moment honteux dans l'histoire américaine en ce moment. Vous savez que Dieu bénisse ces athlètes olympiques qui ont le courage de dire « Écoutez, j'aime mon pays, mais il y a beaucoup de choses dans mon pays avec lesquelles je ne suis pas content. » Oui, vous savez, être américain signifie la liberté d'expression et vous êtes arrivé là où vous êtes parce que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites. Mais quand vous mettez ce drapeau sur votre épaule, cela ne signifie pas que vous mettez une muselière sur votre bouche. Non. La liberté d'expression est la liberté d'expression. Et donc je pense que c'est formidable. Mais si nous ne voulons pas qu'ils le disent, alors pourquoi ne pas faire un meilleur pays? J'ai toujours aimé celle-là parce que ce qu'ils disent n'est pas faux. Ils disent que ce qu'ils disent, c'est que nous avons des problèmes. Et donc, si j'étais le gouvernement, je dirais oui, nous avons des problèmes. Et concentrez-vous sur le ski. Quand vous aurez terminé, je vais créer un panel olympique où vous pourrez venir ici. Et vous savez, parce que vous représentez l'Amérique et beaucoup de bagages viennent avec vous. Les gens oublient cela. Vous êtes là à représenter le pays et vous vous tenez là en tant qu'athlète américain et tout ce bagage vient avec vous. Minneapolis vient avec vous. Les gens vous regardent et regardent le drapeau et ils voient des agents de l'ICE exécuter des Américains dans la rue. Et vous êtes censé vous asseoir là et dire « Oh non, 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 rouge, blanc et bleu, bébé, tout est génial, fumier de cheval. Vous êtes un être humain pensant. Dites simplement « Non, il y a des choses là dehors avec lesquelles je ne suis pas heureux. » Bien sûr, dites-le. Vous êtes américain, vous êtes autorisé à le dire, mais encore une fois, ce pays a cessé de fonctionner comme une république constitutionnelle. Il y a tellement de stupidité et de bêtises sur les réseaux sociaux en ce moment, les gens ne réfléchissent même pas à ce qu'ils tapent la moitié du temps. J'ai voté pour ça. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne pouvez pas voter pour violer la Constitution.
Donc, bref. Oui. On a un peu trop traîné. Oui. Merci beaucoup, Scott, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir de parler avec vous, comme toujours. Et c'était une très bonne conversation, à mon avis, sur tous les problèmes avec la Russie, l'Iran et les armes nucléaires. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, gardent les yeux ouverts.